Impact Basket. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour Impact Basket. C'est toujours moi, Mike Laviole, sur Choc FM et toujours accompagné de Patrick Patrick Bizindavi. Bizindavi, Le bonjour. voici, L'invité. l'invité d'honneur, le présentateur d'Impact Basket habituel, mais qui nous fait le plaisir d'être l'invité pour la deuxième partie aujourd'hui. On s'est penché très longuement la semaine dernière sur le Burundi, Ouais. jusqu'à ton arrivée au Canada, l'impact du basket dans ta vie jusque-là. On va continuer aujourd'hui et j'imagine que le basket ne t'a pas quitté une fois que tu Oh es non, ça arrivé continue. au Canada. Ça continue. Ça continue. Et donc, quand je suis arrivé, oui, bon, les premières semaines, c'était juste pour m'installer avec les difficultés justement d'un nouvel immigrant. Mais, disons, le troisième mois, là, quand je me suis installé, j'ai cherché là où je pouvais jouer. Et puis, il y avait les gens de la communauté rwandaise qui avaient une église, c'était dans une église qui avait un terrain de basket. Donc tous les samedis, on allait jouer donc ensemble. Il y avait les gens de la communauté rwandaise, les gens de la communauté burundaise. Et donc on jouait tous les samedis. Plus tard, il y a eu une partie de ces gens-là qui ont changé de terrain pour les mercredis. Et à ce moment-là, on a commencé les mercredis. Et donc c'était ça pendant quelques années. Et puis après, on a commencé à organiser des tournois entre communautés dans différentes villes. J'ai d'abord commencé comme joueur, mais après ils m'ont dit, est-ce que tu peux nous aider à préparer l'équipe, être le coach? Et depuis donc 6-7 ans, je suis le coach de l'équipe de la communauté burundaise de Toronto. Et puis à chaque année, on fait des tournois entre les villes. En général, c'est Toronto, Hamilton, Windsor, Ottawa, Montréal, Sudbury. Il y a même des équipes qui viennent du Québec. Donc, une fois l'année, on se rencontre dans une ville. Ok. Et puis, à chaque année, on change de ville. On change de ville à chaque année. Ça permet non seulement de tisser les liens entre les communautés, mais de continuer à jouer, d'utiliser justement le basket pour faire rencontrer les communautés. Et chaque tournoi attire entre 400 et 600 personnes à chaque fois. Donc, c'est bien organisé. Là, même la semaine passée, on a commencé à discuter quelle est la prochaine ville, parce que l'année passée, c'était à Gatineau. L'année d'avant, c'était à Ottawa. Nous, on avait organisé ça en 2018, 2019. Donc, ça, on change de ville à chaque fois et puis ça permet d'élargir les connaissances et puis de continuer à encadrer la jeunesse. Et là, il y a même une ville des États-Unis qui s'est ajoutée au tournoi. Donc, on a une communauté burundaise qui vient des États-Unis pour s'ajouter donc au tournoi. Il y a des matchs pour garçons, il y a matchs pour filles, et puis il y a des matchs des jeunes et des moins jeunes. Donc, c'est très bien organisé. Donc, ça me permet de garder le pied dans le basketball pendant des années. Et puis, on va parler aussi de l'académie que j'ai commencé au Burundi Mhm. après la finale de la NBA. On va y venir, on va y venir. Avant, je voulais revenir sur ton arrivée au Canada, justement. C'est aussi le basket qui a déterminé ton choix d'aller à Toronto. Mais est-ce que tu peux nous raconter les débuts de ton arrivée? Parce que tu n'étais pas à Toronto au début, c'est ça? Non, j'étais à Montréal parce que, comme j'ai dit dans l'épisode passé, j'étais venu dans le cadre d'un projet d'échange entre médias entre le Canada et le Burundi, mais c'était à Montréal. Donc, quand je suis arrivé à Montréal, j'ai été là pendant 2 semaines, le temps de ma formation, de mes reportages. Et puis, j'ai décidé, de rester au Canada pour des conditions que j'ai expliqué l'épisode passé, des conditions de sécurité ou d'insécurité au Burundi. Et donc, je me suis dit, là, je vais partir à Toronto. À Toronto pour deux raisons. La première, c'est bien sûr les Raptors de Toronto, qui est la seule ville canadienne qui a une équipe de basket professionnelle NBA. Et puis, la deuxième raison, c'est que au Burundi, j'étais enseignant d'anglais. Donc, je me suis dit, une ville anglophone, moi, en tant que bilingue, j'aurais plus d'opportunités opportunités professionnelles. Donc, c'est les deux raisons qui m'ont poussé à choisir Toronto comme ville d'accueil. Mais les débuts n'étaient pas faciles parce que non seulement j'avais pas d'argent, mais aussi
une amie m'a hébergé pendant 2 semaines et après j'ai cherché pendant mes démarches de demandeurs d'asile, il fallait que je trouve un centre pour les demandeurs d'asile. Mais à l'époque, il y avait juste une grosse conférence des jeunes qui était organisée à Toronto avec le pape qui est venu et puis les jeunes de l'époque, beaucoup ont décidé de rester à Toronto et de faire des demandes d'asile. Ce qui a fait que tous les centres de demande d'asile étaient pleins. Tous les centres étaient pleins. Donc, je me suis retrouvé dans un centre de sans-abri où j'ai habité pendant, je pense, mes premiers 3 mois. Donc, c'était pas évident, là. C'était vraiment pas évident. Et donc, après, donc, toute la démarche de demande de papier, j'ai eu un avocat qui m'a conseillé. Et puis là, j'ai pu avoir un peu d'aide pour aller louer une chambre. Et c'est à partir de ce moment-là où donc j'ai commencé à m'intégrer. Et je me rappelle, j'étais dans la maison des sans-abri. Il y avait Michael Jordan qui est venu à Toronto. C'était sa dernière saison. Donc, il est venu jouer contre les Raptors. J'avais pas d'argent pour me payer. C'était la meilleure occasion de voir Michael Jordan en personne et j'ai raté ça, mais je me dis que un jour je vais le rencontrer. C'est un de mes rêves. Et est-ce que dans ces moments-là où c'est vraiment difficile, on est un peu en mode survie et le basket passe au second plan, ou tu as quand même toujours réussi à maintenir ça, et même est-ce que ça t'a aidé dans ces moments-là? Oui, ça aide parce que le basket, oui, c'est un sport, mais on apprend beaucoup. On apprend beaucoup du basket, la détermination, donc l'espoir de dire ça va aller. Tu sais, en playoff, on peut perdre le premier match et gagner le deuxième. Donc, je prends ça comme une leçon de vie. C'est ça que j'utilisais à cette époque parce que même si c'était dur, là, je vous épargne Bien sûr, c'est pas l'objectif d'aller rentrer de tout ce que j'ai vécu mes premiers mois à Toronto. Mais je gardais espoir. Je disais, rien n'est fini tant que c'est pas fini. Comme quand l'arbitre n'a pas encore sifflé la fin du match, il y a toujours espoir. Donc ça m'a guidé dans les premiers mois pour pouvoir garder espoir. Et puis quand j'ai commencé justement à joindre les communautés, à jouer, ça me permettait d'oublier un peu les défis quotidiens. Et donc c'est ça. Quand les joueurs professionnels disent que, je me souviens quand Kobe avait ses soucis, il disait que quand je suis dans le match, j'oublie tout. Et c'est ça qui m'est arrivé aussi quand je suis en train de jouer, quand je suis même en train de regarder un match de basket à la télé, c'est comme si j'oublie tous les soucis de la vie juste dans l'instant où je suis en train de pratiquer le sport. Et t'es arrivé quand, à quelle période de l'année au Canada? Est-ce que tu as dû faire face à l'hiver directement ou... Heureusement, non. Je suis arrivé au mois d'août. Donc, je suis arrivé le 8 août. Donc, c'était en plein été. C'était très beau. Donc, là, l'hiver, le froid est venu progressivement. Donc, j'ai eu le temps de m'adapter au changement de température. Donc, j'ai été chanceux d'arriver quand même dans une période où il faisait beau au Canada. Ouais, parce que ça aurait été vraiment encore plus compliqué, j'imagine, si tu étais arrivé en plein mois de décembre et que tu te retrouves sans abri à devoir aller dans des shelters en plein hiver, où là, ça doit être encore plus la bagarre pour avoir une place. Ah oui, c'était... non, là, au moins, j'étais chanceux. Parle-nous de ton premier match des Raptors. Est-ce que au bout de combien de temps, tu as réussi à avoir les moyens d'aller voir un match? En plus, je pense qu'à cette époque-là, je ne sais pas si c'était aussi cher qu'aujourd'hui. C'était pas aussi cher. Je pense ma première année, la première saison, je suis allé voir. D'abord, un ami m'a dit, les Raptors, c'était juste avant la saison, les Raptors ils appellent ça open practice. Ah oui. Donc, où c'est gratuit d'aller voir un entraînement des Raptors. Et là, mon ami m'a dit, c'est ouvert aujourd'hui. À l'époque, c'était Air Canada Center. Donc, c'est ouvert aujourd'hui aux fans pour aller regarder. Donc, je suis allé, juste avant le training camp, je suis allé voir le open practice. Ah là là, c'était le temps de Vince Carter. C'était phénoménal. C'était juste un entraînement. Et puis, juste voir les joueurs NBA, c'était comme, c'était un rêve devenu réalité. Et puis, c'était pas un entraînement sérieux, mais c'était quelque chose pour amuser les fans. Mais pour moi, c'était assez juste pour voir les gens devant moi.
Bon, à l'époque, l'équipe n'était pas assez forte, mais quand même, il y avait Vince, il y avait quand même quelques joueurs qui ont été All-Stars à cette époque. Et donc, c'était ma première expérience avec la NBA. Mais plus tard dans la saison, mon premier match, c'était contre Denver. C'était beaucoup plus tard, je pense en 2003. Et c'était Carmelo Anthony, quand il était rookie. C'était mon premier match, vrai match où j'ai pu payer le billet pour aller voir un match. Donc, j'ai pu regarder ce match-là. Et puis, cette saison, je pense que j'ai regardé en deuxième, c'était les Lakers. Oh. J'ai vu Kobe Bryant. Et là, je me suis dit, OK, là, j'ai rempli ma mission. J'ai vu Kobe, j'ai vu Carmelo. Mais je pensais pas que plusieurs années plus tard, C'est ça, passe décisive, magnifique passe décisive. Maintenant, il n'y a plus besoin de payer les matchs. Ben, c'est ça. Raconte-nous un peu comment ça s'est fait, la démarche pour devenir journaliste NBA. NBA, ouais. En plus, on s'est retrouvés en même temps puisque c'était C'est ça, en 2018. Mais ça t'a pris énormément de temps. Est-ce que tu as eu cette volonté avant et c'était pas faisable? C'est juste que tu étais dans un autre travail parce que tu travaillais avec les communautés, notamment au centre francophone. Ouais. Est-ce que c'est juste l'opportunité qui est arrivée en 2018 ou est-ce que avant tu as essayé et ça s'est pas fait? Raconte-nous un petit peu. Non, Comment- au fait, quand je suis arrivé, mon premier emploi, c'était à Choc FM. Donc, à cette époque, c'était la coopérative radiophonique de Toronto et j'ai commencé comme bénévole dans l'administration et la radio était en train de chercher une licence permanente. Donc, j'ai participé à l'obtention de la licence de Choc FM. Donc, j'avais des relations avec Choc FM depuis le temps. Mais après 2 ans, je suis parti travailler à Choc FM, pardon, au centre francophone. Mais j'ai quand même gardé des relations avec la radio parce que j'occupais les fonctions de chargé des communications. Et il y avait une émission à Choc FM qui s'appelle Vivre est mieux. Et j'animais cette émission-là. Okay. Donc, j'ai gardé quand même une bonne relation avec Choc FM, avec les différentes personnes. Et durant mon emploi au centre francophone, j'organisais des tournois de soccer, des tournois communautaires de soccer. Donc, en 2018, l'été 2018, j'ai organisé un tournoi de soccer comme chaque année. Et j'ai contacté Choc FM pour leur dire, est-ce que vous serez ouvert à faire un reportage sur le tournoi? Parce que Choc FM et Centre francophone étaient des partenaires. Même aujourd'hui, je pense qu'ils sont toujours partenaires. Et ils ont dit, oui, on peut venir. Et puis la directrice de l'époque a dit, mais toi, tu as travaillé ici, tu es reporter. Tu peux faire le reportage. J'ai dit, oh, OK. Donc, ils sont venus installer l'équipement. Et puis, donc, j'ai fait un reportage en direct sur les ondes de Choc FM au tournoi de soccer que j'ai organisé avec les collègues du Centre francophone. Et là, quand je faisais le direct, la radio, j'ai vu que la radio m'a manqué. J'ai dit, il faut que je fasse quelque chose pour la radio. J'ai eu envie de retourner sur les ondes. Et puis, à la fin du reportage, j'ai appelé la directrice de l'époque. Je lui ai dit, moi, ça me tente de revenir à Choc FM, mais je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi je vais faire à Choc FM. Est-ce que si tu me donnes quelques semaines d'y penser, je vais proposer quelque chose? Et 2-3 semaines après, je me rappelle même du jour où je conduisais ma voiture et je me suis dit, je peux combiner mes deux passions, les médias et le basketball. Je pourrais faire la NBA. C'est pourquoi tu avais commencé au bon moment. C'est ça. Donc, j'ai appelé la directrice générale. J'ai dit, est-ce que vous avez quelqu'un qui fait la NBA à Choc FM? Elle m'a dit non. J'ai dit, moi, je peux le faire. Et puis, elle a dit, mais on ne sait pas comment ça se passe. Est-ce que tu peux te renseigner sur les modalités? J'ai dit oui. À cette époque, j'avais un ami qui travaillait donc avec les Raptors. Donc, je l'ai appelé. J'ai dit, je viens d'avoir une opportunité de faire la NBA. Comment est-ce que ça se passe? Ouais, tout simplement. Donc, c'est ça. Il m'a donné les coordonnées de Phil, et notre ami qui est aux communications. Donc, j'ai contacté Phil. Il m'a donné comment ça se passe. Et puis, la radio a fait la demande pour moi. Et voilà qu'en 2018, en début de saison, je suis là. Et puis, et c'est incroyable de vivre ça. Et puis, après le match, là, je vais au vestiaire, j'entends déjà parler français et je regarde, c'était Marc Lavion. C'était moi. C'était, quelqu'un parle français ici. Donc voilà, quelques années plus tard, on est là, mais c'était une année de folie. C'est la saison où les Raptors ont gagné la coupe. Donc, pour ma première saison à la radio avec la NBA, les Raptors gagnent et puis c'est une saison que
que je n'oublierai jamais parce que c'est un moment de notre vie je vais en parler à mes grands-enfants. Complètement. Et en plus, c'est vrai que bah, moi, c'était un contexte différent, mais au final, c'était comme toi, ma première saison à couvrir la NBA. Ouais, Et c'était mon arrivée à Toronto, puisque j'étais arrivé à Toronto pendant l'été, en août. Et du coup, je pense que je sais plus quel match c'était, mais je sais que j'ai raté les deux premiers, Boston-Cleveland, parce que j'avais pas encore les accréditations. ouais. Et c'était le match d'après, et C'était le troisième match, oui. Ouais, ouais. c'était le troisième Ouais. match, Non, exactement. c'est fou. Et du coup, quels sont un peu les souvenirs que tu gardes, si on doit aller plus profondément dans cette saison-là? Pas forcément peut-être en termes de résultats, mais d'anecdotes, Mhm. de rencontres et tout. J'ai déjà un truc dans la tête, je sais, parce que tu m'en as souvent parlé, que c'est pendant les finales, tu es assis et tu tournes la tête, il y a Stephen A. Smith à côté de toi, quelqu'un que d'habitude tu vois à la télé, mais après tu te retournes, tu vois Shaquille Shaquille O'Neal, O'Neal. Charles Barkley et Oh tout. là là. Est-ce que tu as des moments comme ça où Oui. tu te Bah, dis, waouh, là, c'est fou? oui, moi, déjà, la toute première conférence de presse de Nick Nurse, là, j'étais assis dans la salle, j'écoutais Nick Nurse et j'avais une sensation, je sais pas laquelle, mais j'ai envoyé un texte à mon ami, je lui ai dit, je pense que cette année, on va arriver en finale. Ah oui. Juste en écoutant Nick Nurse, j'ai dit, je pense. Et puis, c'était l'année où on venait d'avoir Kawhi. Donc, on avait accès au vestiaire. Donc, juste la première journée, j'ai dit, j'ai une sensation qu'on va arriver en finale. J'ai pas dit qu'on va gagner. Ouais, parce que les Les Warriors de Warriors, cette époque, c'était quelque mais chose. mon ami, il a dit non, tu es en train de rêver. J'ai dit, je ne sais pas, mais j'ai une sensation que on va arriver en finale cette année. Parce que Nick Nurse, c'est vraiment un savant du basket. Mhm. C'est quelqu'un, quand il parle tactique, tu l'écoutes, tu dis waouh! Et là, on avait l'équipe qu'il fallait. Donc, et là, j'avais raison de voir on est arrivé en finale. Mais l'autre anecdote, c'est que pendant les playoffs, non, pendant les finales, il y avait un ami de longue date qui est basketteur aussi, qui est ici à Toronto, qui célébrait son diplôme universitaire. Donc, il m'a demandé, j'ai une fête, est-ce que tu peux venir être maître des cérémonies? Donc, c'était pendant les finales. Donc là, je suis à la fête, il y a toute la communauté qui est là. Et donc, pendant qu'on fait la fête, les gens viennent vers moi, c'est pas possible ce que tu vis. C'est extraordinaire ce que tu vis. Tu te rends compte que tu es le seul Burundais à être dans les finales NBA dans l'histoire du pays. Et là, j'étais waouh! Et puis il me dit, si j'étais toi, j'allais amener le drapeau du Burundi. Le drapeau du Burundi au match. Je dis, ah! Et donc, dans ma voiture, j'avais un drapeau du Burundi. Ah, c'est vrai. Et donc, le prochain match, j'ai amené le drapeau. Et c'est toi qui as pris la photo. Je sais pas si tu te Je rappelles. m'en Ah rappelle ben même oui, pas. c'est toi qui as pris la photo donc, j'étais dans la salle et j'avais le drapeau du Burundi derrière moi. Et donc, tu as pris la photo, j'ai mis sur les réseaux. Là, c'était. Ouais, il faudra qu'on la mette la photo là Oui, oui, dans... c'est ça. J'ai toujours la photo avec le drapeau du Burundi pendant les finales de la NBA. Et c'est quelque chose c'est extraordinaire ce qu'on a vécu en 2018-2019 avec nos Raptors. Et puis en plus, il y avait cette chance qu'on avait trois francophones dans l'équipe, dont deux qui étaient des joueurs majeurs. Et il y a ce moment, moi c'est un des souvenirs que j'ai, et Pascal Siakam, ça l'avait touché, où tu lui as parlé, tu as amené ce sujet de la lettre du ministre. Et ça, c'est l'une des questions pour moi des finales Ouais. en français à Ah, Pascal Siakam. j'ai la vidéo dans mon téléphone. Parce que donc, Pascal venait de recevoir une lettre du ministre du Sport de Cameroun, qui le félicitait justement de son accomplissement. Et là, donc, j'ai posé la question à Pascal, qu'est-ce que ça fait d'être la fierté d'un pays? Et même la fierté d'un continent. Mhm. Donc, d'arriver en finale en tant qu'Africain. Et là, il a donné une réponse extraordinaire. Second row on the left. Oui, Pascal, Patrick Bizindavi pour la radio Choc FM, une question en français. Quel effet ça te fait d'être la fierté d'un pays, le Cameroun et peut-être tout un continent? Ouais. On a vu que même le ministre du Sport vous a envoyé une lettre. Quel est l'effet que ça te fait maintenant durant ces finales? Ça fait vraiment plaisir en fait. Ça fait vraiment plaisir pour un enfant du Cameroun et aussi d'Afrique d'être à ce niveau-ci. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel.
Et je suis vraiment fier d'être Camerounais, fier d'être Africain et d'être ici et de représenter l'Afrique, de représenter le Cameroun. Et comme tu l'as dit, avoir le ministre des Sports au Cameroun m'envoyer une lettre et juste pour montrer qu'ils sont tous avec moi. Et je suis sûr que l'Afrique est avec nous et c'est vraiment quelque chose que je peux pas expliquer. Je peux pas expliquer ma joie et ma fierté d'être mon pays. Et j'espère que être ici peut envoyer un message à tous les Camerounais, à tous les Africains que c'est possible d'être ici, et que si tu travailles dur et que tu fais tout ce que tu as à faire, tu as vraiment la possibilité d'être ici. Peut-être que tu ne seras pas en NBA, mais tu auras la possibilité d'avoir, de rêver et de faire des trucs que tu voulais vraiment accomplir dans ta vie. Donc, c'est vraiment très important et je suis vraiment content d'être le véhicule de ce message-là. Je me rappelle l'entrevue, j'étais assise avec notre amie Myriam de Radio-Canada et puis il m'a regardé, il m'a dit ça c'est une bonne question. Mais là je ne savais pas que plus tard Myriam allait être ma collègue à Radio-Canada. Et donc c'est ça, les finales ont fait que le fait qu'on était les deux seuls francophones dans les coulisses, on a commencé à me solliciter. Au niveau des médias, il y avait beaucoup de médias francophones qui me sollicitaient d'avoir mon opinion parce que c'était inédit. Une équipe canadienne qui arrive en finale de la NBA et puis les gens étaient intéressés et donc je suis devenu la personne contact pour les médias. J'étais à Radio-Canada, à l'émission du matin, l'émission du soir, la radio de la Voix d'Amérique, ils m'ont appelé. Donc j'ai commencé à être beaucoup plus visible au niveau médiatique, justement à cause de la présence des Africains et des francophones au niveau de la finale. Mais quelle expérience, quelle expérience. Ouais. Et du coup, là, en parallèle, le fait d'être là-dedans aussi, cela t'a permis de rencontrer Masai Ujiri par la suite. Qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est un modèle? Aïe, aïe, aïe. C'est un modèle et puis c'était le rêve de le rencontrer et de lui parler. On le voyait tous les jours, mais je ne pouvais pas aller lui dire bonjour parce que, bon, le respect, et puis il ne me connaît pas, et puis... mais je dis, un jour je vais lui parler, un jour je vais lui parler. Et puis c'est à donc quand j'ai organisé mon premier camp de basketball au Burundi, quand je suis revenu, c'est là où j'ai eu l'opportunité de rencontrer Masai. Mais le plus drôle, c'est que la personne qui m'a introduit à Masai, Mélanie, notre amie, on était amis pendant une année. Et je ne savais pas qu'elle était aussi proche de Masai. Et donc, je travaille toujours au centre francophone et puis j'ai recruté Mélanie dans notre programme de mentorat parce qu'il y avait une personne qui voulait travailler dans l'administration du sport. J'ai dit, oh, je connais bien Mélanie, je vais te la présenter, puis elle va pouvoir te dire comment naviguer. Et puis, lors de la rencontre, la personne lui a dit, mais comment est-ce que tu as pu avoir un emploi aux Raptors? Et puis Mélanie, dans sa réponse, elle dit que quelqu'un l'a présenté à Masai. Et plus tard, c'est Masai qui l'a engagé. Je dis, Mélanie, est-ce que tu connais Masai? Il a dit, ben oui. Je dis, ça fait longtemps que je rêve d'avoir une rencontre avec lui. Et puis il me dit, mais il fallait demander plus tôt. Il dit, donne-moi une seconde. Il prend son téléphone, elle fait un texte. 2 minutes après, elle dit, est-ce que le 23 novembre, ça... Et c'est comme ça qu'elle a pu faire un rendez-vous avec Masai. Et là, j'avais 15 minutes avec lui, mais finalement, on a passé 1 heure ensemble. C'était extraordinaire. C'était vraiment... Quand je suis arrivé, donc je me suis présenté, et puis je lui ai dit, je suis ici pour 2 raisons. La première, je cherche un mentor. Est-ce que avec ce que tu fais avec Giants of Africa, tu pourrais partager la connaissance parce que j'ai envie de faire la même chose. La deuxième chose, je lui ai dit, est-ce que dans les plans de Giants of Africa, est-ce que le Burundi est dans les projets? Parce que j'aimerais vous inviter au Burundi. Et puis c'était oui et oui. Donc il m'a donné, heureusement j'avais mon carnet où j'ai pris énormément de notes. Il m'a donné tout ce qu'il fait pour Giants of Africa. Il m'a montré sur son téléphone les terrains qu'il construisait, les contacts. C'était extraordinaire. Puis après, il m'a dit qu'il allait venir au Burundi dans 2 ans parce qu'il y avait un festival qu'il préparait au Rwanda. Et puis, on s'était dit qu'on allait faire un projet ensemble au Canada pour les jeunes d'origine africaine. Donc, il y avait toute une planification qu'on avait préparée, mais quelques mois après, la COVID arrive et puis les Raptors déménagent en Floride et puis
Et c'était à la fin. C'était la fin. Mais je garde quand même de bonnes relations. On se dit bonjour de temps en temps. Il sait qui je suis. Donc pour moi, ça me suffit. C'est une belle victoire déjà. C'est ça, c'est ça. T'en as parlé, abordons ce sujet. À partir de quand t'es venu l'envie, l'idée de partager à travers le basket et justement de redonner au Burundi Ouais. à travers tes camps, à travers ton projet au Burundi Oui. dont tu vas nous parler maintenant. Donc, d'abord, je faisais des camps des jeunes avant même de venir au Canada. Avant même, Ouais, tu faisais donc déjà. je le faisais, donc j'ai vu l'impact que ça avait auprès des jeunes, auprès des communautés. Et puis, je n'avais jamais pensé à faire un camp au Burundi, mais pendant les finales NBA, j'ai été invité à faire partie d'un panel organisé par la radio de la Voix d'Amérique. C'était un panel sur l'impact des joueurs africains dans la NBA. Ok. Et donc, on était trois sur le panel, moi, un autre ami burundais qui est en Suède, et il y avait un coach qui est basé à Washington et qui a créé une fondation. Et sa fondation va en Afrique pour détecter les talents. Et c'est lui qui a découvert Luc Bahamouté, le Camerounais, qui l'a fait venir aux États-Unis par une bourse. Et puis Luc Bahamouté est venu et a joué à NBA. Et c'est Luc qui a découvert Pascal Siakam. Exactement, ouais. Et donc lui, pendant le panel, il venait d'arriver du Zimbabwe où il a fait un camp avec Luc Bahamouté et Trevor Ariza. Donc deux joueurs de la NBA. Et quand j'ai entendu ça, j'étais waouh, ça c'est vraiment intéressant. À la fin du panel, j'ai demandé à avoir son numéro de téléphone et puis une semaine après, je l'ai appelé. On a fait comme 2 heures au téléphone. Et puis je lui ai dit, est-ce que ça te tente de venir au Burundi, faire un camp au Burundi? Il m'a dit, oui, si tu cherches les moyens, moi je vais venir. En 2 mois, on est parti. Donc j'ai pu appeler la fédération au Burundi, on a cherché des sponsors à gauche à droite, ici à Toronto, lui aussi à Washington. Il était en contact avec la fondation de Kevin Durant. Oui, je m'en rappelle. Et c'est le père de Kevin Durant qui nous a donné tout l'équipement, les maillots, les ballons. Donc en 2 mois, on a tout organisé et puis on est parti. Donc l'idée, c'était de faire un camp. D'abord, une formation pour les coachs. On a eu 25 coachs et puis on a eu à peu près 120 jeunes qu'il a formés. Et l'idée, c'était de détecter les meilleurs et puis de chercher des occasions d'avoir des bourses. Et donc, on devrait faire ça chaque année. Et donc, l'année qui a suivi, c'était la Covid. Donc, on n'a pas pu... Encore, la Covid a... Mais c'est comme ça qu'a commencé le camp. Mais à mon retour, j'ai approché un des coachs de Maasai pour lui demander comment fonctionne Giants of Africa. Quelles sont les astuces, quelles sont... Et lui, il a partagé, il m'a dit, c'est une bonne expérience, mais il y a quelque chose qui a amélioré, c'est-à-dire quand les coachs partent des pays africains, il n'y a rien qui reste comme structure. Et c'est là où j'ai pensé à créer une académie. Donc, on fait des camps, oui, mais si on crée une académie qui va continuer après nous, donc à chaque année, on va revenir, et donc l'académie continue sans nous, mais on peut les aider à distance, et donc c'est comme ça que on a créé l'académie au Burundi. Et de l'académie est venu un des jeunes qui est maintenant aux États-Unis. C'est sa 2e année à Utah. Il va terminer son école secondaire cette année. Et là, il y a des collèges qui commencent à s'intéresser à lui. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec des jeunes africains. Et puis, on a ajouté le Congo. Donc, chaque fois qu'on allait, il y avait des équipes de l'Est de l'Est du Congo qui venaient à notre camp. Une 60aine de jeunes, garçons et filles. Donc, on faisait un camp combiné entre le Burundi et le Rwanda. Et à la fin, on faisait un genre... tournoi All-Star entre Burundais et Congolais. Et donc, c'est extraordinaire et là, il y a d'autres pays qui commencent à m'approcher. Donc, on prépare des camps dans d'autres pays africains. Donc, on espère que ça va grandir. Mais c'est vrai que pour revenir à la Covid, en fait, on a eu un élan assez exceptionnel après le titre des Raptors. Mais au final, on voit que cette Covid, elle a coupé non seulement l'élan des Raptors, mais l'élan de tous les projets qui s'en suivaient après un petit peu. Mais malgré tout, tu as réussi à rebondir après ça. Et raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé justement dans ces années Covid. Qu'est-ce que tu pouvais toujours faire? Qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire? Comment tu t'es adapté à tout ça? Ouais. Pendant la Covid, on était tous à la maison. Donc là, j'avais des idées. Je continuais à bâtir des projets, à créer des documents. Et juste à la fin 2020, il y a une dame que je connaissais on a fait un cours ensemble il y a plusieurs années
il m'a écrit un message sur LinkedIn et m'a dit, j'ai rencontré quelqu'un qui a la même passion de basketball comme toi. J'aimerais te l'introduire. Donc, il m'a introduit à un monsieur qui s'appelle Mike, comme toi. Et puis, Mike, on fait un appel, on parle basket pendant 4 heures. Et puis, à la fin, il me dit, tu dois rencontrer mon ami Wayne. J'ai un ami Wayne, tu dois le rencontrer. Je dis, OK. Donc, là, on fait un Zoom. Wayne était aux États-Unis. Et Wayne a créé une académie ici et aux États-Unis qui s'appelle Phase One. Et puis, l'académie Phase One, tous les professionnels canadiens qui sont aux États-Unis à NBA sont passés d'une manière ou d'une autre à Phase One. Et là, en écoutant, j'ai dit, waouh, c'est extraordinaire ce que tu as fait. Est-ce que l'Afrique t'intéresse? Et puis il me dit, oui, ça m'intéresse. J'ai essayé au Nigeria, ça n'a pas marché. J'ai essayé en Tanzanie, ça n'a pas marché. Donc là, je suis un peu sceptique. C'est ça qu'il me dit. Et il a dit, non, moi je vais t'amener au Burundi. Au début, il ne me croyait pas. Et puis j'ai dit, non, je vais t'amener au Burundi. Et puis 6 mois plus tard, on était en avion à partir au Burundi. Et donc c'est avec lui qu'on a créé l'académie. Et puis c'est quelqu'un il a joué en NCAA aux États-Unis. Après, il est devenu encadreur pendant des années. Il a travaillé beaucoup à l'encadrement des jeunes Canadiens au basket. Et là, il est installé en Jamaïque. Il a créé la première ligue professionnelle en Jamaïque qui est maintenant, qui fonctionne. Et puis, des fois, il y a des joueurs NBA qui viennent dans ces camps et puis qui lui donnent un coup de pouce. Et puis, il y avait il s'appelle Nicholson, qui a été dans Phase One et qui a été à NBA, qui a été drafté par les Orlando Magic. Le Canadien? Oui. Donc, il est passé par Phase One. Donc, c'est avec lui qu'il est en train de développer des projets en Jamaïque. Et puis, Wayne, c'est le cousin de Patrick Ewing. Cousin direct. Il connaît Patrick Ewing. Donc c'est quelqu'un vraiment qui est vraiment dans le basketball depuis qu'il est jeune. Donc, c'est avec lui que j'ai développé tous ces projets, que ce soit au Burundi, même au Congo. Donc, c'est comme ça, grâce à LinkedIn, que j'ai pu développer ces relations. Et maintenant, donc, le travail continue. Il est beaucoup plus impliqué en Jamaïque qu'en Afrique, mais quand même, l'académie du Burundi, on l'a appelée Phase One Academy Burundi. Ok, donc, c'est comme une branche de C'est une branche, oui. Ok, intéressant. Ouais. Et une question que je voulais te poser, si on avait dit au Patrick qui a débarqué au Canada il y a tant d'années qu'il allait faire tout ça, est-ce que tu l'aurais cru à l'époque? Je n'aurais jamais cru. Et quand je faisais justement l'entrevue avec Chris Boucher, je me suis retrouvé en Chris Boucher. Parce que Chris Boucher, je lui ai dit, est-ce que le gamin qui était sans abri à Montréal, est-ce que tu aurais jamais pensé qu'un jour tu seras en NBA, que tu serais 2 fois champion? Et il m'a dit non. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la chose devant moi. Ce que je suis en train de faire maintenant, je le fais bien, et puis demain, je ne sais pas. Et c'est comme ça, moi aussi, là où je suis maintenant, je n'ai jamais pensé qu'un jour je serai là. Je fais ce qui est devant moi, je le fais bien, je fais du meilleur de moi-même, et ce que je fais maintenant ouvre les portes pour ce que je vais faire demain. Et ça a toujours été comme ça. Quand j'ai commencé à jouer, je ne savais pas que j'allais devenir coach. Et puis c'est venu comme ça. Et quand je suis venu coach, on m'a demandé d'encadrer 2000 jeunes de la ville. J'ai dit OK. Et puis ça m'a ouvert la porte à travailler à la radio. Et donc je vis le moment présent et je laisse l'avenir venir de soi-même. Et je n'aurais jamais pensé d'abord d'être à NBA, de la finale, et de parler aux joueurs. Et chaque fois qu'on est là, et puis il y a Pascal qui vient qui dit hey, bonjour. C'est pas possible. Donc, j'ai jamais planifié tout ça. Donc, chaque fois que je parle aux jeunes, j'ai dit, trouvez votre passion et faites le mieux pour être le meilleur dans votre passion. Et puis, les portes vont s'ouvrir et je le vis au quotidien. Ouais. Et est-ce que c'est devenu une routine, la NBA, ou tu es toujours émerveillé? À chaque fois, je suis émerveillé. Je te dis chaque fois qu'on arrive à la Scotiabank Arena et que je montre ma passe pour rentrer, je dis c'est pas possible. C'est pas possible. Même, tu sais, quand on est dans la salle des médias,
il y a Jack Armstrong qui est là, et des fois il y a le coach, il y a Matt Devlin qui est là, il y a Leo, et chaque fois je dis, c'est pas possible que je suis dans la même salle avec ces gens-là. Et tu l'as dit tantôt à NBA, où j'étais en train de manger la pizza, et Stephen A était juste ici. Shaquille O'Neal là-bas, je dis, c'est Chris Webber. Et là, je dis, c'est pas possible. Donc, je ne prends pas pour acquis ce que je vis, parce que c'est dingue ce qu'on vit, en train de vivre. Et chaque fois, je te le dis, c'est pas possible qu'on est en train de vivre ça. Et qu'on va aux entraînements. Et puis, des fois, je prends une photo, et puis je partage sur les réseaux, et puis les gens me disent, ah là 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 là. Qu'est-ce que tu as... Il y a un ami qui m'a dit, j'aimerais prier la même prière que tu as prié. Ah, c'est extraordinaire ce qu'on est en train de vivre. Vraiment, c'est vraiment extraordinaire. Et pour finir un petit peu, je voulais élargir au basket comme moyen de rencontrer des gens. Est-ce que ça t'a vraiment permis? Parce que toi, c'est ta force quand même de développer la communauté. Mais est-ce que ça t'a permis de faire des rencontres? Je sais que oui, mais... à quel point ça t'a permis de faire des rencontres, de jouer au basket, tout simplement? Non, c'est extraordinaire parce que là, tu sais, juste une petite anecdote au Burundi, quand j'étais à l'université la première année, j'ai été mis dans une faculté que je ne voulais pas. Donc, il fallait que je fasse une demande de changement. Et puis là, je suis allé au ministère de l'Éducation pour demander à ce qu'on me change de faculté. Et là, le directeur général au ministère de l'Éducation, c'était un basketteur qui me connaissait. Ah, ça va, jeune homme, comment ça va? Donc, on a parlé. Et puis, je lui ai dit, moi, je viens ici pour faire une requête. Est-ce que je peux changer de faculté? Oh, pas de problème. Il m'a fait une lettre que j'ai amenée au doyen de la faculté. Et puis, le doyen a dit, mais tu as vu le directeur général? Comment est-ce que tu as fait? J'ai dit... et là, j'ai changé de faculté. Il y avait un ami qui m'a dit, mais comment est-ce que tu as fait pour changer de faculté? J'ai dit, je suis allé à la direction générale. Et puis le lendemain, lui, il est parti à la direction générale. Il a vu au directeur général. Il a dit non, 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 ça ne se fait pas. Alors qu'il a fait la même chose. C'est pas comme ça que ça marche. Ça ne se fait jamais. On ne change pas de faculté comme ça. Alors qu'il avait fait la même chose pour moi. Donc ça c'est des relations que j'ai développées au fil des années qui fait que tu es au bon moment, tu rencontres une personne. Et puis une personne que tu as rencontrée dans le sport, c'est pas comme une personne que tu rencontres dans la rue parce que vous connaissez d'une façon où on peut s'entraider. Et donc maintenant, je suis entrepreneur, j'ai des projets. Dernièrement, j'ai été dans une entreprise où il y avait des gens qui investissent des millions dans des projets. Et puis la personne qui m'a amené, il m'a dit, oui, c'est Patrick, il travaille avec les Raptors. Juste ça, il a dit qu'il travaille avec les Raptors. Et puis le président de la compagnie, c'est un grand fan des Raptors. Et donc il a ouvert son téléphone, il m'a montré les photos avec Drake. Pendant 1 heure, on ne parlait que basketball. Et là, ça a fait que quand on a parlé business, c'était facile. Parce que ces gens-là, ils disaient, ah, c'est bien, moi j'aime les Raptors. Il y a un autre qui dit, oui, 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 moi aussi j'ai le ticket de la saison. Donc on a parlé pendant 1 heure de Raptors et les affaires sont venues plus tard. Bon, maintenant, combien vous me donnez? Oui, c'est ça. T'es un fan des Raptors, c'est bon, je signe le chèque. Mais c'est ça. Alors, ça fait que ça ouvre des portes, ça m'a fait rencontrer des gens, j'ai eu de bons mentors, j'ai dû voyager, je suis parti en France, beaucoup de pays africains, ça avant même de venir au Canada. Donc ça m'a ouvert tellement de portes que je me dis l'avenir, j'ai envie de voir mon avenir parce que je vois déjà mon passé, ce que le basketball a fait pour moi. C'est extraordinaire ce qu'on vit. Mais la dernière passe décisive, elle est magnifique puisque ça amène à la dernière question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Oh oui, oui, oui. Moi, j'aimerais créer quelque chose du genre Giants of Africa. Ça vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais aller plus loin, je sais que Massa est en train de construire des terrains. Moi, j'aimerais bien construire quelque chose comme Scotiabank Arena au Burundi. et puis faire le OVO Center, le centre d'académie, le centre d'entraînement où il y a vraiment la technologie moderne de développer. J'aimerais faire un centre pareil pour l'Afrique
et d'avoir plusieurs pays africains venir s'entraîner, créer une ligue des jeunes un jour. Je vais terminer par la veille de mon départ pour l'Afrique je pense 2021. Je regardais la télé, il y avait Masai Ujiri qui introduisait Precious Achiuwa. Et là, il a dit, Precious Achiuwa est parti dans le camp de Giants of Africa. Et là, il a joué à NBA et puis il a dit à Precious Achiuwa, you are mine. Donc là, je me suis dit, un jour, je vais voir un jeune Burundais à NBA. Et donc, s'il y a des choses à me souhaiter, c'est de voir un jeune Burundais à NBA qui est passé par notre académie, qui est passé par les structures de notre académie et qui est arrivé à NBA. Là, je vais prendre ma retraite. Eh ben, sur ces mots, on va se quitter en te remerciant. C'était vraiment exceptionnel. Bon, on aura 2 épisodes de 40 minutes. On vous rappelle que Impact Basket, c'est tous les mercredis matins à 8 h dans la voiture. Mais c'est disponible en replay, en vidéo. Je suis un petit peu en retard, ça va arriver, les vidéos arrivent. Le premier épisode est déjà monté, donc je voulais les sortir en même temps. Vous aurez épisode 1, épisode 2 à la suite en vidéo. Il y en a le précédent aussi qui arrive, je dois encore mettre les photos dessus. Mais ça arrive, promis. Et n'oubliez pas également Franco Raptors tous les samedis à 13 h et en replay également sur toutes les plateformes. Merci à toi, Patrick. Merci beaucoup. C'était une belle idée de ta part de m'inviter parce que j'ai beaucoup à raconter par rapport au basket et mon parcours. L'impact basket, c'est avant même les histoires des autres, c'était l'histoire de Patrick Bizindavi. Donc, c'est pour ça qu'on voulait vous la partager. Merci à toutes, merci à tous et on se retrouve bientôt. Vous retrouverez Patrick, hein, c'est son émission quand même, à la barre d'Impact Basket. Et à bientôt à tous sur les ondes de Choc FM 105.1. Impact Basket.